Comment entreprendre en tant que jeune, surtout dans un contexte africain? C'est le thème de notre émission de ce jour, de cette très belle vidéo. Alors, nous avons l'honneur d'avoir une personne exceptionnelle qu'on ne présente plus. Vous l'avez remarqué. Il se fait appeler Docteur Claudel, mais je vous avoue que ce titre, je me dis, ne décrit pas vraiment sa personne. Donc, il va se présenter et aujourd'hui, on va apprendre beaucoup. Et je suis sûre qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez beaucoup d'astuces, beaucoup de stratégies pour passer à notre niveau. Alors, bonjour, Docteur Claudel. Bonjour Kamada et merci de m'inviter dans ta magnifique émission afin de me donner l'opportunité de communiquer sur tout ce que je fais et ce que nous faisons. Merci, le plaisir est pour moi. Alors, j'aimerais que vous vous présentez concrètement. Est-ce que vous pensez que Docteur Claudel suffit pour décrire qui vous êtes? Comment est-ce que vous vous présentez normalement? Alors, j'aime me présenter par mon nom, sans un titre particulier, c'est-à-dire, je m'appelle Numbissier Claudel Joël, c'est mon nom. Pour ceux qui me connaissent de manière beaucoup plus proche, je préfère qu'on m'appelle Claudel ou Numbissier tout simplement. Pour ceux qui sont à l'hôpital, oui, c'est-à-dire pour ceux avec qui j'ai fait la faculté de médecine, oui, à l'hôpital, ils peuvent m'appeler docteur Claudel Numbissier ou docteur Numbissier parce que c'est le seul cadre où j'accepte qu'on m'appelle docteur. Parce que j'estime que ce que je fais aujourd'hui, ce que j'ai pu apprendre, du moins la majorité de ce que j'ai pu apprendre, ce n'était pas en faculté de médecine. Donc, en mettant toujours docteur, ça peut donner l'impression qu'il faut absolument l'être pour réaliser un certain nombre de choses. Pourtant, ça n'a pas été le cas pour moi et ce n'est même pas le cas d'ailleurs. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Maintenant, concrètement, s'il faille que vous listez ce que vous faites en fait, ça veut dire vous avez plusieurs casquettes. Et pouvez-vous lister de façon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos activités, vos titres, etc. Alors, c'est une question qui revient beaucoup, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que tantôt tu es dans la médecine, tantôt tu es dans l'entrepreneuriat, tantôt tu es dans beaucoup d'activités. Mais moi, ce que je vais dire, c'est, si on devrait poser la question à notre cerveau, qui est dans notre boîte crânienne, Wow. Qu'est-ce que tu fais? Et je pense que le cerveau serait aussi embarrassé. Parce que quand nous sommes en train de faire une vidéo comme celle-ci, nous sommes en train de parler. C'est une partie du cerveau qui est en train d'agir. Nous sommes en train d'utiliser les bras, nous sommes en train d'utiliser notre torse. Le fait même de rester dans une posture fixe, c'est une partie du cerveau qui est en train d'agir. Le fait de pouvoir regarder, le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir sentir. Parce que si actuellement il y a un incendie, on va très vite ressentir qu'il y a une odeur bizarre, on va commencer à fuir. Donc en fait, notre cerveau est programmé pour faire beaucoup de choses en même temps. Là, je viens de vous citer au moins 10 choses que le cerveau fait sans que vous n'en ayez même conscience. Donc, c'est tout à fait naturel que celui qui porte ce cerveau ait aussi les aptitudes intrinsèques de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Ça nous étonne parce que nous avons été moulés dans un système qui nous a fait croire qu'on ne doit faire qu'une seule chose. Et ce système, c'est le système éducatif. Oui. Donc, on va à l'école, on se spécialise, on devient historien, on devient spécialiste de l'histoire du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest du Cameroun. Et puis, ça donne l'impression que toute notre vie, on ne doit faire que l'histoire ou la géographie ou le marketing ou la comptabilité. Mais en fait, c'est désuet si on prend même uniquement le fonctionnement du cerveau qui, de facto, fait plusieurs choses à la fois. Donc, je ne peux pas lister les choses que je fais. Ce ne serait pas possible. Moi-même, je ne peux pas mesurer le nombre de choses que j'ai déjà eu à faire ou que je compte faire. Tout ce que je pourrais dire, c'est que je suis entrepreneur, c'est le titre que je préfère. Et mon travail au quotidien, c'est de résoudre des problématiques de notre environnement en y apportant des solutions avec toute la magnifique équipe qui m'accompagne. Et voilà, ce serait très difficile pour moi de commencer à lister, je fais ça, je fais ça, je fais ça, parce que peut-être la semaine prochaine ce sera désuet, parce qu'il y aura d'autres choses qui vont s'ajouter ou d'autres choses qui vont se retrancher. Voilà. Merci beaucoup. Là, on comprend très bien. Maintenant, votre explication me pousse à vous poser deux petites questions. La première question, c'est celle d'un jeune. Il me l'a posée hier. Je me suis présenté comme entrepreneur web. Et sa question, c'est quoi un entrepreneur web? J'ai retourné la question. Pour vous, c'est quoi un entrepreneur? Et à la volée, plusieurs personnes ont donné des réponses. Donc, pour vous, concrètement, c'est quoi un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, dans un environnement, identifie des problèmes et y apporte des solutions. Tout simplement. Pour moi, c'est ce que je dirais. Maintenant, ça peut se décliner sur le web, ça peut se décliner dans certains secteurs d'activité comme l'agroalimentaire, comme la cosmétique, etc. Mais globalement, si on observe les entrepreneurs, ce sont des personnes qui font une seule chose, apporter des solutions à des problèmes. Vous avez dit que le cerveau peut faire plusieurs choses à la fois. Oui. Maintenant,
comment comprendre ça avec ces contradictions qui disent, est-ce que ça ne se prête pas à confusion avec la distraction ou bien le fait de s'embrouiller, je peux dire comme ça. Ça veut dire quoi concrètement? On nous apprend qu'il faut savoir faire telle chose. Ouais, donc, si j'ai peut-être 10 choses à faire, je fais le principe de one thing. Donc, je fais une chose à la fois, une chose à la fois. Mais là, vous dites clairement que le cerveau peut faire plusieurs choses à la fois. Donc là, on se perd un peu. Est-ce que vous pouvez spécifier ça? Vous parlez disons, j'ai peut-être 10 choses à faire. Je prends l'exemple très simple. Oui. J'ai un cours vidéo à regarder, j'ai, je ne sais pas, le ménage à faire, j'ai, disons, 3 choses là sous la main. Est-ce que je peux faire les 3 au même moment ou l'idée c'est d'aller au fur et à mesure? Est-ce que vous pouvez expliquer ça concrètement? Alors, je vais prendre un exemple avec ce que vous venez de donner. Oui. Ça veut dire, vous avez une vidéo à regarder, Oui. vous avez le ménage à faire, et je sais pas, peut-être une troisième activité que vous devez la faire. cuisine, Et voilà. la cuisine, par exemple. Exact. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout ça peut se faire en même temps. Et je vais expliquer. Prenons l'exemple de la vidéo. Si vous suivez une vidéo qui met 10 heures de temps, bon, 10 heures c'est beaucoup, disons 1 heure de temps. Oui. Vous avez une formation vidéo que vous voulez suivre qui dure 1 heure. L'expérience montre que si vous vous asseyez, vous mettez la vidéo, peut-être sur votre écran ou votre téléphone, Oui. et vous suivez pendant 1 heure. À la fin des 1 heure, si on vous pose des questions concernant la vidéo, vous ne serez capable de restituer que maximum 5 à 10% du contenu Wow. de la vidéo. On peut faire l'expérience avec n'importe qui Oui. et ça va se vérifier. Si on prévient la personne avant qu'il y aura cet exercice à la fin, la personne sera plus concentrée. Oui. Parce que sachant qu'il y a une expérimentation ou alors une évaluation à la fin. À la fin. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que même si vous êtes concentré et vous êtes conscient qu'on va évaluer à la fin, si vous regardez une vidéo d'1 heure, vous n'allez pas retenir tous les mots qu'on a utilisés. Parce que vous ne pourriez pas faire la même conférence Ça, à la c'est fin. clair. Vous allez retenir le message global qu'on a transmis. Mais en réalité, si on va de manière intrinsèque, vous n'allez retenir que les émotions que Oui. l'orateur aura pu susciter en vous. Vous allez vous dire vraiment, je me sens plus motivé. Vraiment, je comprends désormais ce que c'est que le marketing. Si c'était peut-être une formation sur le marketing. Mais si on vous donne un projet là, tout de suite, vous n'allez pas forcément être capable de pouvoir appliquer toute cette technique-là directement si ça ne passe pas par une certaine phase d'expérimentation progressive. Comme pour dire que le fait d'être resté pendant 1 heure de temps pour suivre la vidéo, ce n'est pas pertinent. Parce qu'en fait, c'est une perte de temps. Wow. Vous auriez pu suivre cette formation autrement, Oui. en faisant une autre activité, sachant que en réalité, quand vous êtes assis, vous avez perdu 1 heure de temps pour ne capter que 5 à 10% du contenu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que vous pouvez faire, c'est ce que moi je fais par exemple et qui fonctionne plutôt bien. D'accord. Je vais prendre la vidéo d'1 heure, Oui. je vais la convertir en fichier audio, D'accord. je vais augmenter sa vitesse de lecture par 3 parce que je n'ai pas besoin d'écouter tout ce que l'orateur dit, ce n'est pas nécessaire. Wow. Puisque de toutes les façons, à la fin, vous ne retenez pas tous les mots parce qu'il y a un fil conducteur que je veux avoir. Je vais prendre cet audio qui a été multiplié en vitesse de lecture par 3, je vais le mettre dans des écouteurs. Je vais donc écouter, ce qui fait qu'une vidéo qui fait 1 heure va mettre maximum 15 minutes ou 20 minutes parce que la vitesse de lecture a été augmentée. Oui. Et pendant que j'écoute, je vais faire le ménage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Certains m'ont dit, mais il va parler trop vite dans tes oreilles, etc. Est-ce que tu vas vraiment comprendre quelque chose? Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que notre cerveau a une partie consciente, une Oui. partie inconsciente, et une partie Wow. subconsciente. Le cerveau est comme un magnétophone. Ça veut dire qu'il enregistre tout, mais vous n'avez pas forcément conscience de ce qu'il enregistre. D'accord. C'est la raison pour laquelle parfois vous pouvez écouter des mélodies quand vous êtes tout jeune et 20 ans plus tard, ces mélodies soit provoquent quelque chose en vous, Oui. ça revient, ou ça vous pousse à être mélancolique parce que c'est associé à certaines émotions. C'est parce que votre cerveau n'a pas oublié cela. Donc, si vous le faites de manière mécanique, régulièrement, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des connexions de neurones dans le cerveau, ce qu'on appelle des synapses. Et si c'est répété plusieurs fois, Oui. c'est le mécanisme en fait de rétention de la mémoire. Ça veut dire que vous allez commencer à comprendre ces notions-là inconsciemment Oui. et ça va vous permettre de pouvoir les appliquer. Donc, ce n'est pas nécessaire de s'asseoir devant une vidéo pendant 1 heure, 2 heures. C'est pour ça que moi, je regarde presque jamais la télévision. Parce que je sais pas trop à quoi ça sert. Sauf s'il y a quelque chose de vraiment pertinent à regarder ou si c'est pour le divertissement. Parce que c'est aussi important de se divertir. Mais, voilà 2 activités qu'on peut faire en même temps. Oui. Juste parce qu'on a pu comprendre comment le cerveau fonctionne et on a pu utiliser ce fonctionnement-là pour être plus efficient dans ses tâches au quotidien. Donc, effectivement, on peut faire plusieurs tâches à la fois si on comprend comment le cerveau fonctionne, si on comprend comment soi-même on fonctionne et si on sait s'organiser pour être beaucoup plus efficient et même plus efficace, pourquoi pas. C'est tellement pertinent, mais je pense que
vous parlez de cerveau, il est question d'habituer le cerveau. Oui. Et ça, c'est un exercice Oui, bien qui sûr. parfois peut coûter, puisque quand on n'est pas habitué à un certain rythme ou à comprendre une certaine vérité, il faut laisser le temps au cerveau de s'adapter et ça peut prendre un peu plus de temps. Oui. Et je reviens encore sur ce que vous avez dit qui, pour moi, a tout son sens. Mais on a l'habitude de dire que le fait d'être concentré sur une chose, voilà, dans tout le cerveau, toute l'énergie est concentrée, etc. Et le fait de se disperser, c'est comme si on prend le temps qu'on alloue à une seule chose là, avec toute la concentration, on apprend plus, on capte rapidement. Pourtant, quand on disperse son énergie, voilà, ça, c'est pas, on n'a pas vraiment un résultat de qualité. Je suis très d'accord avec toi. Mais ça, c'est un raisonnement qui est valide pour des personnes qui sont solistes. Ça veut dire qui veulent fonctionner seuls. Moi, je n'ai pas besoin de tout connaître. Ce n'est pas nécessaire de vouloir tout connaître. Déjà, ce n'est pas possible et ce n'est pas nécessaire. J'explique. Ça ne me sert à rien d'être le plus grand expert de la comptabilité de l'Afrique ou du monde. Ça ne me sert à rien. Ce n'est pas utile. Parce que si je réussis à bâtir un système, je pourrais recruter le meilleur et payer le meilleur. Donc tout ce dont j'ai besoin de savoir, c'est les bases sur la comptabilité. Pour que s'ils me produisent un rapport, que je sois capable de savoir ce que c'est qu'un actif, ce que c'est qu'un bilan, ce que c'est qu'un investissement, des notions de base, j'ai besoin de les savoir. Après, je vais prendre l'expert qui va faire l'expertise qu'il faut pour que ma comptabilité soit excellente. J'ai besoin d'avoir des notions en marketing parce que je ne peux pas recruter un responsable marketing si je ne comprends pas ce que c'est que la segmentation, ce que c'est que le ciblage, ce que c'est qu'un marché, ce que c'est qu'une stratégie de pénétration. Si je n'ai pas ces notions, l'expert peut vouloir me proposer des stratégies que je ne comprends pas et qu'il implémente alors que ça ne correspond pas au produit que je veux vendre parce que peut-être lui-même n'a pas d'expérience dans ce domaine. Exact. Je ne peux pas envoyer un commercial sur le terrain si moi-même je n'ai pas déjà prospecté, si je ne sais pas comment répondre à une objection. Donc, il est important pour moi d'avoir des notions dans ces disciplines, Oui. pas pour être expert. Je ne prétends pas être expert de toutes ces disciplines, mais c'est pour mieux m'entendre avec les experts, pour mieux comprendre ce qu'ils font et pour mieux les aider à m'aider. Oui. Pourquoi est-ce que les gens se disent que quand on fait plusieurs disciplines, on se disperse? C'est parce qu'ils ont une démarche individualiste. C'est parce qu'ils se disent qu'il faut tout faire de soi-même. Oui. Mais sauf que quand tu fais une seule discipline et que tu en deviens l'expert, en fait, tu deviens expert dans un domaine qui est très restreint et qui est dynamique et qui change tout le temps. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a un master 2 en comptabilité en 2018, oui. Aujourd'hui, il ne peut pas travailler s'il ne s'actualise pas. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui ont révolutionné la comptabilité. Aujourd'hui, on fait la comptabilité avec l'intelligence artificielle. Donc, il faut qu'en plus de sa comptabilité qu'il a pu apprendre, qu'il puisse actualiser ses connaissances avec d'autres connaissances en informatique pour pouvoir faire la comptabilité. Donc, s'il reste seulement dans la comptabilité, en fait, il sera dépassé. Oui. Donc, voilà comment l'informatique est venue s'associer à la comptabilité pour créer un nouveau métier. Oui. Donc, il faut désormais qu'il fasse aussi l'informatique pour faire sa comptabilité. Et on ne sait pas ce que ce sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, aujourd'hui, ceux qui ne font qu'une seule discipline, dans quelques années, seront inutiles. Parce qu'ils ne pourront travailler nulle part. Sauf s'ils sont des ouvriers. Parce que l'ouvrier, lui, on veut que l'ouvrier maîtrise une chose, qu'il soit l'expert. Oui, justement. Qu'il soit dans une usine, peut-être juste pour faire une seule tâche. Oui. Lui, là, il sera excellent. Wow. Mais si quelqu'un prétend à l'entrepreneuriat, si quelqu'un veut entreprendre ou songe à entreprendre même une seule fois dans sa vie, il faut qu'il sache que son plus grand danger, c'est de vouloir être unidisciplinaire, de ne faire qu'une seule discipline, de vouloir être expert. Un entrepreneur n'est pas un expert. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision panoramique sur plusieurs secteurs d'activité pour que les experts lui permettent d'être excellents. Je pense que vos explications vont lever le voile. Parce que je vous paroles qui se disent à chaque fois qu'un expert dans un domaine spécial, un expert aura toujours plus de poids qu'une personne qui touche à tout et qui ne maîtrise pas forcément quelque chose. C'est pas si vous voyez ça. Du coup, ça peut frustrer si tu te dis, ok, le fait par exemple que je m'intéresse à tel domaine sans avoir une grosse expertise, est-ce que je ne suis pas en train de faire fausse route? Est-ce que je ne gagnerais pas à être spécialiste dans un domaine? Mais j'ai envie de poser une question. Oui. Comment est-ce qu'on définit que quelqu'un est expert? Très bonne question. Et quand je pose en général cette question, les gens me disent, mais il a fait une formation, il s'est spécialisé, il a un master 2, il a le doctorat. Mais on ne prend pas en considération une autre forme d'expertise qui n'est pas frappée d'un diplôme à la fin. C'est l'expertise sur le terrain. Parce que je prends un exemple. Supposons qu'un enfant à 8 ans prend un plateau,
il vend les arachides. Il le fait pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 20 ans. En fait, c'est un expert. Il n'est pas là à l'école, il n'a pas de doctorat, il n'a pas de cursus académique, mais il est expert dans ce domaine. Oui. Il n'y a pas eu, en fait, c'est ça son école. Son école, c'est le terrain. Son école, c'est la rue. Son école, c'est de l'avoir pratiqué pendant tellement de temps qu'il sait que, Ndokochi, par exemple, mon chiffre d'affaires sera 7 fois plus élevé si je vends les oranges par rapport à des dos où je dois plutôt vendre les arachides ou les œufs. Donc ça, c'est une expertise qu'il a développée, mais qui n'est pas reconnue dans notre société parce que ce n'est pas frappé d'un diplôme. Ça divise dans la société en deux. Il y a des gens qui ont une expertise non diplômante, il y a des gens qui ont une expertise diplômante. Et ceux qui ont l'expertise diplômante, ce n'est que dont on parle, c'est eux qui passent dans les plateaux télé, qui disent j'ai 2 doctorats et je suis passé à Paris, Sorbonne et tout, alors que c'est une expertise théorique. Et il y a ceux qui sont sur le terrain depuis 15-20 ans, qui ont une expertise avérée dans des domaines et qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas valorisés à la hauteur de leur expertise. Mais la société nous montre que ce sont eux qui s'en sortent le mieux. Et ce n'est pas seulement au Cameroun. Parce que si je prends par exemple Bill Gates, vous allez dire qu'il est expert dans quel domaine? Il n'a pas de doctorat en informatique. Il n'a pas de master 2 en informatique. C'est quelqu'un qui était passionné par une discipline. Il a travaillé énormément dans cette discipline. Il s'est élevé à un niveau extrêmement élevé. Il a bâti un empire. Alors que si on prend sur le cadre des diplômes, il n'est pas un expert en informatique. C'est la même chose pour Steve Jobs, qui n'était pas un expert en informatique, qui ne savait même pas programmer au début, qui avait juste des compétences en marketing, qu'il avait la capacité de pouvoir vendre un produit fabriqué par un autre qui s'appelait Steve Wozniak. Je peux prendre l'exemple avec Mark Zuckerberg. Je peux prendre l'exemple avec même dans notre environnement. Mais que ce soit, il y a quelques rares personnes qui ont pu corréler le parcours académique avec une certaine réussite financière, professionnelle. Ils sont très rares. Mais en général, c'est parce qu'on ne veut pas prendre en considération l'expertise du terrain, l'expertise de la rue. Simplement. Très pertinent. Et je pose l'explication, confirme le slogan de la Startup Academy. Là, d'innover sans diplôme. Oui. Donc, et là, vous comprenez que c'est possible, en fait. Et l'expérience montre même que c'est les résultats qui parlent le plus fort. Parce qu'on peut être 2 experts, si on peut dire comme ça, à la fin de la journée, c'est les résultats qui parlent pour bien sûr. L'expertise. C'est pas l'expertise du cahier. Et surtout quand on parle d'entrepreneuriat. Voilà. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a un seul critère mesurable qui permet de définir qu'une entreprise est performante. Ce critère, c'est l'argent. C'est votre capacité à gagner de l'argent, à avoir un chiffre d'affaires, à avoir de la croissance. Et si vous n'avez pas ça, en fait, votre entreprise ne fonctionne pas et vous faites faillite. Donc, c'est votre capacité à pouvoir atteindre ces objectifs financiers-là qui vont permettre à votre entreprise de pouvoir perdurer dans le temps. Et si vous n'avez pas l'expertise de terrain qui permet d'arriver à cet objectif, vous ne pourriez pas entreprendre, tout simplement. Et on voit de jour en jour les entreprises qui naissent, mais qui ne font pas long feu. Parce que à la base, on a eu des documents, on a eu des expertises sur le papier, etc. Alors, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une légère confusion? Parce que vous dites l'art d'innover son diplôme. Mais vous êtes diplômé. Et autre chose, c'est quoi? C'est que on se rend compte que est-ce que ça ne va pas créer une certaine envie aux jeunes de ne pas pousser avec l'école et se dire même sans diplôme je peux innover? Est-ce que l'école n'a pas sa place de toute façon, ou bien l'art d'innover son diplôme? Est-ce que ce slogan ne peut pas pousser les jeunes à se dire l'école c'est pas important et voilà, même sans ça je peux réussir? En marketing, il y a un principe de base. C'est que lorsqu'on conçoit un slogan, c'est pour s'adresser à un segment de marché. D'accord. Il n'y a aucun message qui est destiné à tout le monde. D'ailleurs, ceux qui sont fans de l'école, qu'importe ce que je dis, eux, ils seront toujours fans de l'école. Moi, je ne m'adresse pas à eux. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont pour ambition de devenir des doctorants en je ne sais quelle discipline. Je m'adresse à ceux qu'on a abandonnés. Je m'adresse à ceux qui sont rejetés par la société. Je m'adresse à ceux qui avaient des prédispositions pour faire des études, mais n'ont pas eu l'accompagnement qu'il fallait, pas parce qu'ils ne méritaient pas, mais parce qu'ils n'avaient pas les opportunités. Il y a des gens qui étaient très brillants à l'école, mais n'ont pas eu les parents pour leur payer les études. Il y a des gens qui étaient très brillants, mais vivaient par exemple dans des familles adoptives où, pendant que les autres fréquentaient, eux, ils partaient au champ. Exact. Il y a des gens qui n'ont pas eu les moyens de fréquenter. Il y a des gens qui ont eu des troubles, même sur le plan psychologique, sur le plan de la santé physique et sportive, qui ne leur ont pas permis de continuer les études et qui ont été obligés très tôt de se lancer dans la vie active. Et qui finalement se retrouvent dans une société où on souffre de la maladie que j'appelle la diplomite, c'est-à-dire l'infection causée par une abondance de diplômes. Et on leur rappelle tous les jours que tu n'as pas de diplôme, tu es un illettré, tu ne vaux rien.
Ce qui fait que moi, je connais beaucoup de personnes milliardaires qui n'ont pas fait d'études, mais qui sont toujours frustrés malgré le statut de milliardaire, parce qu'au quotidien, ils se rendent compte que on ne prend pas en considération leur expertise de terrain. Exact. On se dit toujours, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas ceci, tu n'as pas fait des études, etc. Donc, quand je concevais ce slogan, c'était pour m'adresser à ces personnes qui ne sont prises en compte par personne, ni même par l'État, qui ne les considère pas, ou qui ne met pas sur pied un canevas pour les accompagner, pour leur faire comprendre qu'ils valent beaucoup aussi et qu'on doit faire avec eux. Donc, les écoles classiques s'adressent à ceux qui veulent avoir un parcours académique. Exact. La Startup Academy s'adresse à ceux qui pensaient que la société les a oubliés. Mais nous avons compris que nous ne pouvons pas faire sans eux. Parce que eux, ils ont une expérience de terrain dont nous avons besoin pour nos entreprises. Parce que c'est ça qui est plus important. Maintenant, c'est clair qu'il y a forcément une cassure entre moi qui le dis. Et on va dire que tu es docteur en médecine, tu as fait l'école, tu as fait ceci. Oui, j'ai fait l'école. Est-ce que je décommande à quelqu'un de faire des études? Non. Si quelqu'un a les compétences, a l'accompagnement qu'il faut pour faire des études, moi, je lui recommande de faire des études. Okay. Moi, je parle à ceux qui ont voulu le faire, mais qui n'ont pas eu l'opportunité, qui n'ont pas eu les prédispositions, peut-être parfois pour le faire, et qui ont été obligés de ne pas le faire. Donc, je m'adresse à ces personnes-là. Ce n'est pas parce que je ne suis pas une femme que je ne peux pas concevoir ou mettre sur pied une entreprise qui s'adresse aux femmes. C'est vrai. Donc, je peux très bien être, je sais pas, normal, mais me rendre compte que dans mon environnement, il y a quelqu'un qui souffre d'une certaine tare ou une catégorie de la population qui souffre d'une certaine tare, ou peut-être j'ai des proches qui ont été victimes de cela et je décide de militer pour que les autres ne soient pas victimes de la même chose. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'être quelqu'un qui n'a pas fréquenté pour parler à ceux qui n'ont pas fréquenté. Je sais que ça peut sonner bizarrement, mais je ne suis pas contre l'école. Je ne suis pas contre les diplômes. D'ailleurs, je pense que mon parcours académique m'a beaucoup aidé dans ce que je fais aujourd'hui. Dire le contraire, ce serait une aberration. Mais ça n'a pas été suffisant. Parce qu'il a fallu qu'au-delà de cela, je puisse aussi apprendre de la rue et mélanger cela avec mes études pour être un peu plus performant. Wow, merci beaucoup. Énormément. Je pense que là, c'est plus clair. Donc, ne commettez pas l'erreur de ne pas partir à l'école parce que Dr Clotel dit qu'on peut innover sans diplôme. Alors, maintenant, que dire de ces personnes-là qui ont fait des études et arrivés à un certain niveau, ils n'ont pas eu l'opportunité de travailler dans le secteur de leurs rêves par rapport à l'école et qui se découragent, qui qui justifie le fait d'être inactif par « Ok, j'ai fait l'école et aujourd'hui, voilà, je n'ai pas de travail, j'ai déposé des demandes. » Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que le fait pour ces personnes d'être inactives, est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'on peut leur justifier ça? En fait, ces personnes devraient donc se poser la question comment c'est possible de faire la maternelle, de faire l'école primaire, de faire le secondaire, d'aller à l'université, de faire 5 à 7 ans, voire plus, c'est-à-dire de faire près de 20 ans, 25 ans, 30 ans sur les bancs, pour après se dire comment ça s'explique que je ne trouve pas d'emploi. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le système. Parce que comment on peut faire 20 ans à l'école et après ne pas trouver d'emploi? Ou alors se plaindre qu'il y a le chômage. Ça veut dire qu'il faut même remettre en question ce que vous appelez expertise scolaire. Parce que normalement, quelqu'un qui a une réelle expertise, avec une réelle consistance intellectuelle, devrait tout simplement se rendre compte que nous sommes dans un environnement qui pullule de problèmes dans tous les secteurs d'activité et identifier juste un secteur d'activité, y apporter sa solution avec son expertise et vendre cette solution à ceux qui ont ce problème. Donc si après 20 ans, 25 ans, 30 ans, vous n'êtes pas capable de le faire, alors que celui qui n'a pas le BEPC a pu bien comprendre que dans ce quartier, les gens ont besoin des chaussures et il a pris les chaussures, il a commencé à vendre, il s'est fait de l'argent. Si vous avez fait 20 ans et 30 ans sans comprendre ce que lui comprend depuis qu'il fait le BEPC, c'est que le problème c'est vous. Ou alors le problème c'est le système, ou alors le problème ce sont les deux. Donc, c'est pour ça qu'il faut remettre en question le système. Exact. Et c'est parce que je me suis inscrit dans cette démarche que j'ai compris que dans le système, il y a des éléments qui ne permettent pas de développer une certaine performance intrinsèque que nous avons tous de manière innée. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire le livre Les jeunes entrepreneurs africains, dans lequel je parle donc de ces failles de notre système éducatif et je montre comment faire pour pouvoir braver cela en diversifiant ses connaissances et sans tomber dans le piège, je vais dire le premier piège du système éducatif, c'est l'unidisciplinarité, c'est-à-dire le fait de faire une seule chose, de se spécialiser uniquement dans cette chose et d'être donc amputé d'une autre réalité de la vie qui nécessite d'avoir les compétences pluridisciplinaires pour pouvoir les observer.
Je pense qu'après cette vidéo, il n'y aura plus d'excuses. Vraiment, il n'y aura plus d'excuses. Et le livre, il est disponible, je pense, sur, Oui, de façon électronique. oui, de façon électronique sur le site de Startup Academy, www.startupacademy230.7.cl, dans les sièges de Startup Academy, au niveau de la diaspora, sur Amazon, sur eBay, sur plusieurs plateformes. C'est partout, il n'y a pas d'excuses. Ok, merci énormément vraiment pour tout ce que vous faites, parce que je me dis que des fois on cherche des modèles et on nous présente parfois des modèles qui sont loin de nous. Mais de plus en plus, je pense qu'on doit être fiers d'avoir des modèles qui sont près de nous et vous êtes vraiment un modèle. Maintenant, on est en train d'aller vers la fin. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là qui veulent entreprendre et qui justifient par le fait qu'ils n'ont pas d'argent pour le faire? Est-ce que vous pensez que le manque d'argent, c'est une raison suffisante pour ne pas entreprendre, c'est-à-dire détecter un problème et apporter une solution de façon réelle? Alors, le manque d'argent, oui, c'est une question qui vient beaucoup. Alors, pour répondre à cette question, moi j'ai un seul exercice que j'aime souvent demander aux gens de faire. Toi qui es en train de regarder cette vidéo, est-ce que tu es prêt à donner ton œil gauche pour un patient qui vient de perdre son œil, qui est milliardaire, qui est prêt à te donner le montant que tu veux, juste pour que tu lui donnes son œil, ou plutôt ton œil? C'est la seule question que moi j'ai à poser. Est-ce que vous êtes prêt à donner un organe, oui, ça peut être votre œil, ça peut être n'importe quel autre, à quelqu'un qui en a besoin pour une greffe par exemple, oui, contre de l'argent? Chaque fois que je pose cette question, la plupart des gens disent non. Vraiment, je ne peux pas donner mon pied, je ne peux pas donner mon œil, je ne peux pas donner ceci, qu'importe le montant qu'on me donne. C'est un vent à l'extrême parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des pays où il y a des gens qui vendent leurs organes. Je prends un pays comme l'Inde par exemple qui est réputé parce que les gens qui vivent dans une certaine misère atroce parfois vont à l'hôpital vendre un rein. Faut dire que j'ai quand même 2 reins. Si je souffre trop, je peux vendre un. On fait une transplantation à quelqu'un. Donc ce que je veux dire c'est quoi? C'est que notre capital humain, c'est notre premier financement. Parce qu'il y a des gens qui ont tous leurs organes, oui, mais ne se rendent pas compte de ce que ça représente comme valeur. Wow. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas marcher, exact, qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas écrire, qui ont perdu peut-être leur membre lors d'un accident ou alors qui ont perdu une autre faculté de leur organisme et qui seraient prêtes à payer tout ce qu'il faut pour avoir à nouveau cette fonction, mais parfois ce n'est plus possible. Donc le simple fait d'avoir toutes ces fonctions de votre corps, c'est déjà le premier financement. Ça montre que vous pouvez déjà, à travers cela, développer des prestations intellectuelles pour aider certaines entreprises, pour aider certains particuliers avec vos compétences et montrer ce que vous êtes capable de faire afin de pouvoir plus tard valoriser cela et échanger vos compétences contre de l'argent. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas réellement de compétences, c'est clair que ce sera difficile. C'est vrai. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est d'utiliser le capital humain que vous représentez, de pouvoir l'exploiter pour développer certaines compétences bien précises dont ont besoin des entreprises ou des particuliers, et maintenant transformer cela en argent, tout simplement en vendant vos prestations. C'est de ça qu'il s'agit. Ça peut commencer par rencontrer des personnes et leur proposer même gratuitement vos prestations, oui, pour les fidéliser parce que vous allez leur démontrer que vous êtes réellement capable de leur apporter des solutions. Exact. Et je ne connais personne d'excellent qui n'est pas à harceler. Je prends un exemple simple. Allez dans votre quartier, oui, ou dans votre ville, essayez de rechercher les menuisiers les plus compétents. Oui. Ou les plombiers les plus compétents. Vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que tous sont saturés. C'est vrai. Dès que vous devenez compétent, vous devenez saturé. C'est pour ça que parfois vous allez donner votre vêtement à un styliste. Oui. Et puis il va vous livrer 4 mois après, 5 mois après. C'est parce qu'il est saturé. C'est vrai. Parce qu'on recherche les personnes excellentes, on ne les retrouve pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Exact. Donc, essayez juste de réfléchir dans quel domaine je peux être excellent. Formez-vous. Exact. Et vous allez le devenir. Merci. Et vous serez incontournable. Énormément. Et une chose que je dis, c'est qu'il n'y a plus d'excuses parce que, Internet est ouvert et on peut apprendre n'importe quoi, dans n'importe quelle discipline. Avec une connexion de 100 francs, oui, il y a beaucoup de contenu qu'on peut regarder et c'est aussi ça le problème, c'est que, je sais pas, c'est le système éducatif, l'art de faire des recherches. Donc parfois c'est compliqué de comprendre qu'on peut s'asseoir là et on fait des recherches utiles et avoir une certaine compétence qu'on peut vendre. Je dis parce qu'on a décidé de chercher soi-même. Parce que il y a quelque chose que j'aime souvent dire, tout ce que vous ne connaissez pas se trouve sur Google. Donc, je ne comprends pas comment certaines personnes posent parfois des questions dont 2 mots-clés vous donnent la réponse sur Google. Exactement. Mais c'est aussi une opportunité.
En tant qu'entrepreneur, Justement. si les gens ne veulent pas faire des recherches, vous pouvez faire des recherches pour eux et leur vendre le produit fini. Exactement. Et vous gagnez de l'argent. Exactement. Parce que ce que je dis, c'est quoi? C'est que vous allez payer pour avoir ce que vous refusez de chercher. Oui. Et c'est légal. Vous allez en vouloir à personne. À personne, d'être paresseux. Exactement. Alors, merci énormément pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Alors, est-ce qu'il y a un conseil, si vous avez un conseil à donner à la jeunesse africaine et aussi parler comment est-ce qu'on peut intégrer la start-up? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est facile? Et qu'est-ce qu'un jeune gagnerait à faire partie de cette magnifique équipe qui est la Startup Academy? Alors, moi, quand j'ai créé la Startup Academy en 2016, c'était parce que je pensais que j'avais quelque chose à partager avec les autres. Moi, j'aime enseigner. Oui. Depuis que je suis au secondaire, je donne des cours de mathématiques déjà. Donc, j'aimais partager mes connaissances depuis très jeune. Et quand j'ai commencé avec le premier projet SOS Médecin, un an après, je me suis dit, waouh, on a quand même pu réaliser un certain nombre de choses. Je pense que je pourrais transmettre ça à d'autres jeunes comme moi qui veulent se lancer mais ne savent pas comment faire dans notre environnement. Oui. Donc, c'était ça le but de Startup Academy au début. Je voulais transmettre mes connaissances. Je le faisais même gratuitement au début. Alors après, je me suis dit, il y a vraiment un besoin. On pourrait vraiment gagner de l'argent avec ça. Oui. Donc, j'ai commencé à développer un business model d'une certaine rentabilité avec le projet. C'est là où les autres collaborateurs que j'ai pu avoir se sont forgés et on a bâti quelque chose de très grand aujourd'hui. Oui, oui. Maintenant, je me suis dit qu'il fallait toujours qu'on garde cet aspect social. On veut gagner de l'argent, oui. Oui. On va en gagner. On en gagne certainement. Et il faudrait qu'on divise le projet en plusieurs étapes. D'accord. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une étape qui permette d'accompagner ceux qui ont vraiment des projets, qui veulent créer des choses, afin de leur montrer que c'est possible. Et il y a une autre étape où on gagne réellement de l'argent. Oui. Donc, cette première étape, c'est l'association Startup Academy, Oui. où n'importe qui peut y venir. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin d'être membre de Startup Academy. C'est ça que les gens ne savent pas. Wow. Donc, vous pouvez venir à la Startup Academy. Oui. Vous dites, voilà, j'ai une compétence dans tel domaine. Je peux transmettre cette compétence. On vous programme, par exemple, ce qu'on appelle des talks. Vous n'avez pas besoin d'être membre pour ça. Et vous partagez vos connaissances. Nous, on communique pour vous. On organise l'événement pour vous. Vous partagez vos connaissances. S'il s'avère que c'est pertinent, on peut organiser un atelier cette fois qui sera payant. Où vous allez maintenant transmettre un savoir-faire. Oui. Et vous allez gagner de l'argent en le faisant. Et maintenant, si c'est beaucoup plus pertinent, on peut passer à la troisième étape, c'est-à-dire une formation Oui. plus ou moins longue où vous allez transmettre toujours vos connaissances, intégrer l'équipe et faire des choses encore plus grandes en interne. Donc, que vous soyez membre ou pas, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire encore plus, vous pouvez devenir membre de Startup Academy. Ça coûte 40 000 francs, c'est valide pendant 12 mois. Et ça vous donne droit à un réseau d'entrepreneurs, ça vous donne droit à une communication sur ce que vous faites sur nos plateformes en ligne. Ça vous donne la possibilité d'organiser des événements, de participer à certains événements gratuitement, de bénéficier de consultations de vos projets, de rencontrer d'experts dans certains domaines assez simplement, d'avoir accès à notre bibliothèque et à tous nos espaces de travail à Yaoundé et à Douala et même au niveau de la diaspora. Très simplement et de manière assez ludique. Maintenant, si vous voulez intégrer plutôt la partie qui fait gagner de l'argent, Oui. ça, ce sont nos industries. Comme par exemple Startup Color, comme par exemple Startup Cosmétique, comme par exemple Startup Food, où ce sont des industries qui ont des produits sur le marché et qui ont pour but réellement de gagner de l'argent. Donc, si vous avez des compétences bien précises dans certains domaines qui peuvent nous aider dans nos industries, là, vous pouvez tout simplement postuler dans l'une de ces industries-là et nous allons voir si vous avez le talent qu'il faut pour que nous puissions cheminer ensemble. Donc, globalement, c'est ça. J'espère que vous n'avez plus d'excuses. Et aussi, je précise que les 40 000 peuvent se payer en tranches. Oui, bien sûr, vous pouvez payer ça en 2 mois. En 2 mois. Oui. Donc, vraiment, vous avez tout. Nous avons tout pour bénéficier de tout ce savoir. Donc, plus d'excuses. Merci énormément. Moi, je t'en prie. Et les initiatives comme les tiennes sont très importantes. Pourquoi? Parce que c'est une manière aussi de faire en sorte que nous puissions léguer le peu que nous avons comme connaissances à ceux qui sont peut-être plus petits ou qui n'ont pas la même connaissance que nous, pour qu'ils puissent s'en inspirer pour aller encore plus loin. Merci énormément. Bah, je t'en prie, c'est un honneur pour moi. L'honneur est pour moi plutôt. Alors, merci encore. Et Dr Claudel, il vous suffit de taper Dr Claudel, vous allez voir. Oui, sur les réseaux sociaux. Mais non, voilà. on va mais j'ai toujours une petite question là. Oui. Comment vous faites pour faire tout ça et avoir du temps pour répondre à toutes ces personnes? Est-ce que il n'y a pas un certain déséquilibre dans votre vie parce qu'il y a le côté professionnel et peut-être le côté familial et tout? Est-ce que vous arrivez à synchroniser tout ça? Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Tous ceux qui ont marqué le monde étaient anormaux.
My God. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Vous n'allez pas retenir un nom dans l'histoire qui a marqué le monde et qui était normal. D'accord. Parce que tous ceux qui sont normaux disparaissent de manière comme ils sont venus. D'accord. Parce que il y a des compromis qu'il faut faire D'accord. pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Moi, je prends un exemple. Parfois, j'aime dire que ma journée commence à 21h parce que c'est difficile que je rentre du bureau avant 23h ou minuit. C'est très rare. Moi, je vais presque jamais rentrer. Et ça, c'est jusqu'à dimanche. Wow. D'ailleurs, on a créé un événement à la Startup Academy qui s'appelle la messe entrepreneuriale. En fait, c'est aussi une manière de dire aux gens que nous, on n'a pas de dimanche. Nous, on n'a pas de jour de repos. Un entrepreneur n'a pas de jour de repos. Un entrepreneur travaille chaque jour. Moi, la dernière fois que je suis allé en congé, je me rappelle pas de quand c'était. Et ça peut faire peur, mais ça doit permettre aux gens de comprendre quel est l'état d'esprit, quel est l'environnement dans lequel on se retrouve quand on entreprend réellement. Je ne parle pas de l'entrepreneuriat des réseaux sociaux. Où on est sur Internet, on poste les photos, on dit que j'entreprends. Quand on est sur le terrain et qu'on réalise vraiment des choses sur le terrain, c'est très pénible. Et forcément, il faut faire des compromis. Ça veut dire qu'on sacrifie un peu sa famille, ça veut dire qu'on sacrifie un peu ses proches. Et il faudrait que vos proches soient conscients de la mission qui est la vôtre et que vous ne vous appartenez plus. Vous devenez un patrimoine national, un patrimoine collectif. Oui. Et vous avez un devoir de réalisation pour les personnes qui croient en vous, pour les personnes qui se sont lancées dans l'aventure à cause de vous et qui doivent pouvoir trouver le droit chemin grâce à vous parce que vous êtes en train de le faire ensemble. Donc, il y a des compromis forcément. Je suis d'accord que j'ai les insuffisances dans beaucoup d'autres secteurs d'activité de ma vie. Mais c'est un compromis nécessaire si on souhaite impacter toute une génération. Donc, il faut faire des compromis. Oui, forcément. C'est indispensable. C'est important. Il y a des sorties à annuler. Si vous voulez être en harmonie avec toute votre vie, ne vous lancez pas. Trouvez un bon emploi où vous pouvez bien faire ce que vous avez à faire. Vous pouvez même être très bien rémunéré. Il y a des gens qui touchent très bien leur vie en étant salariés, qui touchent même plus que les entrepreneurs en étant salariés. Donc, restez incognito, ne vous faites pas connaître. Parce que le problème avec ce qu'on fait, c'est que chaque jour, vous avez de plus en plus d'ennemis. Donc, chaque jour qui passe, il y a des gens qui vous détestent. Peut-être parce qu'ils n'aiment pas ce que vous faites. Peut-être parce que ils voulaient faire la même chose que vous, mais ils n'ont pas pu le faire. Et du coup, ça les énerve ce que vous faites. Peut-être parce que vous êtes en train de diminuer leur champ d'action par votre rayonnement. Ou alors peut-être parce que ils sont opposés à l'idéologie que vous avez. Donc, qu'importe ce que vous faites, vous aurez au moins ces 4 catégories de personnes qui ne vont pas vous apprécier. Et plus vous allez grandir, plus cette proportion des gens qui ne vous apprécient pas va augmenter. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable de résister à cette pression, à ces insultes, à ces calomnies au quotidien. C'est très compliqué. Ça demande beaucoup de travail spirituel même. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, soyez salarié, restez incognito. Vous aurez une très belle vie. Vous aurez une très belle famille. Vous allez vous occuper de votre environnement et de vos proches de la meilleure des manières. Mais si vous décidez de vous lancer dans l'arène de l'entrepreneuriat, sachez recevoir des coups, mais sachez aussi en donner. Merci beaucoup. Ça, c'est une grosse école. Moi, je me dis, ça, c'est vraiment un entretien d'une extrême qualité. Maintenant, une routine. Quelle est votre routine d'énergie pour garder la forme et tout? Vous arrivez parfois d'être malade et tout. Comment est-ce que vous faites pour avoir, parce que pour faire tout ce que vous faites, vous avez besoin d'énergie. Oui, bien sûr. Pouvoir résister 7 jours sur 7, travailler 23 heures minuit. Peut-être il y a des jours que vous ne dormez très peu, peut-être pas. Comment vous faites? Est-ce que vous mangez? Est-ce que c'est un travail mental, spirituel? Qu'est-ce que vous faites? Si vous pouvez partager avec nous. Alors, moi je suis contre les routines. My God. Pour une raison. C'est que nous sommes tous différents. Ah, super. Chacun de nous a un patrimoine génétique différent. Même si vous êtes des jumeaux, vous n'avez pas le même patrimoine génétique. Chacun de nous a grandi dans un environnement spécifique. Chacun de nous a bénéficié de certaines connaissances à l'école ou non spécifiques. Ce sont ces 3 entités qui structurent chacun de nous. Ça fait donc de chacun de nous des personnes uniques. Donc, on ne peut pas avoir des personnes uniques qui ont les mêmes routines. Oh my God. Je prends un autre exemple. Si je prends un exemple, si aujourd'hui je commence à dire que ma routine c'est que je me couche à 2 heures, je me réveille à 4 heures, le danger de ça c'est quoi? C'est que celui qui m'écoute peut aller ce soir et commencer à dire qu'il va se coucher à 2 heures, se réveiller à 4 heures, et il va mourir en fait. Il va mourir parce qu'on n'a pas le même appétit de sommeil. Il y a des gens qui ont besoin de dormir longtemps pour être en forme. Il y a des gens qui n'ont besoin de dormir que 3 heures de temps parce qu'étant habitués à le faire depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, si quelqu'un vient à la télé, on dit, quelle est ta routine entrepreneuriale? Il va dire, je me lève tous les matins, je fais du sport, je bois une petite tasse de café, après je travaille un peu, après je dors peut-être pendant 4 heures de temps. Si les gens suivent ça, ils appliquent ça, ils vont mourir.
parce qu'ils n'ont pas le même appétit de sommeil, parce qu'ils n'ont pas grandi dans le même environnement que moi, parce qu'ils n'ont pas été victimes des mêmes frustrations que moi, qui me poussent à avoir une certaine motivation que eux ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas le même patrimoine génétique que moi, ils n'ont pas les mêmes prédispositions que moi. Donc tout ce que je pourrais dire, c'est comprenez-vous, identifiez comment faire pour être plus performant avec le temps qui est disponible pour vous. Si c'est dormir 8 heures de temps qui vous permet d'être en forme quand vous vous levez, dormez 8 heures de temps. Mais si vous avez uniquement 3 heures de temps pour travailler, adaptez les techniques ou alors trouvez les techniques qui vous permettent d'être les plus performants pendant ces 3 heures de temps. C'est tout. Je ne peux pas venir dire là que voici comment je fais. Ça va entraîner beaucoup de gens en erreur. Exactement, en fait. avec le suivisme. Oui, et tout. non, Merci énormément pour votre touche de différence. Quand on vous écoute, on sent la différence et vraiment l'authenticité. Et c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas. On veut copier, on veut voir ce que les gens font, on copie juste. Oui. Mais quand on a une touche d'authenticité, ça fait toute la différence. Et je pense que c'est ça qui rend votre nom unique, votre parcours unique. Alors merci beaucoup de nous inspirer. Merci beaucoup. Je suis aimé. Non, c'est vraiment, comment je vais dire, c'est pas pour vous flatter, ça c'est une vérité absolue. Vous avez une authenticité même dans votre message en fait. Et voilà, merci énormément d'exister. Donc on va se séparer. Oui. Mais j'ai un slogan que j'ai dit aux jeunes, Oui. mon slogan c'est n'oubliez pas d'activer le mode solution du cerveau. Magnifique. Parce que quand le mode solution n'est pas activé, c'est compliqué. Et c'est un mode qu'on active. Et quand ce mode est activé, ça veut dire que quand je suis face à un obstacle, je trouve la solution. Donc, l'idée, en fait, c'est de dire, si le plan A ne marche pas, forcément, il y a un plan B. Et quand le cerveau est déjà dans ce mode-là, c'est clair qu'on trouve la solution. Donc, ça, c'est mon slogan. Et c'est un slogan magnifique que je recommande à tout le monde d'adopter. Parce que si vous voulez entreprendre, vous devez avoir un cerveau orienté solution. Exact. Pour pouvoir toujours répondre à tous les challenges auxquels vous allez faire face. Merci énormément et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao, bye bye.